RLP. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Bonjour à tous et à toutes, RLPciens et RLPciennes, devant l'idiocratie, un espoir renaît toujours et encore, l'alternative. Aujourd'hui, nous avons 4 invités. Rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Éric de Melenard, Annie Ferté, Dina Duverneuil, Chantal Marty. Et aujourd'hui, à la régie, on a Aïda, oui, qui nous fait un signe de la main, mais qu'on ne verra pas. Alors, le Ripper Café, c'est quoi? Alors, un Ripper Café, c'est un endroit où on se réunit entre bénévoles pour rendre service aux gens. Avant d'arriver au Ripper Café, qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies? Est-ce que vous avez des diplômes? Est-ce que vous avez été, je sais pas moi, entrepreneur, aventurière ou aventurier? aujourd'hui donc je suis retraité depuis 9 ans bientôt et j'étais technicien agricole dans le monde du lait. Et technicien agricole, rapidement, c'est? Donc je faisais le relationnel entre les producteurs de lait et la laiterie qui ramassait leur lait. Les intermédiaires. Et tes parents, ils faisaient ça aussi? Et papa et maman étaient boulangers, artisans boulangers. Ils avaient une boulangerie? Oui. Où? À Négronde. Ah, c'est resté dans le coin. alors moi je suis aussi retraitée, j'ai travaillé à l'équipement pendant un certain temps et voilà, mes parents étaient ouvriers l'un et l'autre. Dans quoi? Et voilà, mon père travaillait à Motobécane, l'usine Motobécane, et comme je suis originaire de l'Aisne, ma mère travaillait dans les cotonnières, les D'accord, usines de coton qui ont bien disparu depuis. d'accord. Eh bien, moi, je suis aide-soignante. Enfin, j'étais aide-soignante, maintenant je suis retraitée. Et mes parents, papa était maçon, avant dans l'agriculture et après maçon. Et maman restait à la maison pour élever les enfants. Qui était un bon travail aussi. Voilà. Alors moi, je suis retraitée aussi. Je travaillais dans une biscuiterie. Et mon père travaillait à la Simchot, à Saint-Astier, et ma mère à la lingerie, à la... Qu'est-ce que tu faisais à la biscuiterie? Alors j'étais conductrice de machine et j'ai fini responsable de ligne. Je vais revenir sur l'idée du Ripper Café. Ça veut dire quoi, Ripper? Ça vient du Danemark. C'est Martin Postma qui a inventé ce concept. Et donc, on en fait partie d'une grande famille. Il y a une fondation et on en fait partie. Donc, c'est pour ça qu'on garde ce titre. C'est tout ce qu'on nous demande pour faire partie de la fondation, c'est de garder ce titre. Ah oui? Voilà, tout simplement. Et ça veut dire réparer autour d'un café. Tout simplement. D'accord. C'est pas l'histoire d'un repère de brigands Non, il n'y a pas de pirates chez nous. Non, en plus, quand je suis rentré chez vous, dans ce lieu, c'était très calme. Et j'avais l'impression de rentrer chez le Père Noël. Oh. Je vous le dis, ce petit escalier là qui descend et toutes ces petites mains qui travaillent sans bruit, c'était assez impressionnant. Je me suis dit, tiens, ils font les cadeaux pour le 25. Peut-être aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et donc ça vient du Danemark. Oui, c'est Martine Postma qui a inventé ce concept. Un jour, elle s'est dit, mais comment ça se fait qu'on jette autant? Comment ça se fait? Et donc, elle a réuni dans son garage des amis et ils ont commencé à réparer. L'idée a beaucoup plu et elle a été reprise. Et maintenant, on en est à plus de 3000 Ripper Café dans le monde. Ah oui? Oui. Pas mal. Et vous avez déjà rencontré des personnes d'autres Ripper Café? Oui, ça nous arrive, de toute manière. Ils viennent. Ce qu'on a surtout fait, c'est donner des conseils pour créer des nouveaux Ripper Café, des gens qui savaient qu'on fonctionnait. D'accord. Et qui sont donc. que l'on est allé voir. Moi, j'interviens, si vous voulez. Vas-y. Pardon. Oui. Pour dire que Dina est la première à avoir créé le premier Ripper Café du Périgord. Et donc, Dordogne. du coup, on aide les prochains qui On s'installent. sert de référence aux autres Ripper Café en Dordogne. D'accord. Donc, on a aidé Périgueux, on a aidé Bergerac, on a aidé Sarlat. On en a vu pas mal. Maintenant, c'est bien parce que ils se montent tout seuls, ils n'ont plus besoin de nous. Mais ils viennent beaucoup demander des conseils. Comme dit Eric, comme ils savent que nous, on était là, qu'on a une référence.
Et donc ils viennent nous voir. Ils demandent des conseils. Même ça a été jusqu'à Montpellier, celui de Montpellier, celui de Jean-Pierre. D'abord, il m'a appelé pour me dire comment tu fonctionnes, comment ça marche, est-ce qu'on peut le faire aussi? Et voilà. Donc j'ai envoyé tous les documents et voilà, ils se sont lancés et ils marchent vraiment super bien. Super bien. C'est intéressant parce que tu as cité que des grandes villes du Périgord, alors que vous êtes à Condat-sur-Trinquoux. Et on en est très fiers. Qui est une capitale des 3 villages autour, mais pourquoi Condat-sur-Trinquous? Condat-sur-Trinquous, c'est moi qui parle. Condat-sur-Trinquous parce que j'y habite déjà et que mon village, je voulais le faire vivre. Eric, oui. Voilà, c'est du très local. Vas-y Eric, tu voulais dire? Tout simplement, on nous a offert un local. Voilà. Parce que le gros truc dans des gens que l'on rencontre, c'est trouver un local disponible, si possible gratuit. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Et donc la mairie de Condat-sur-Trinquous nous prête gratuitement un local, c'est énorme. D'accord. Oui, c'est énorme. Ah oui, je trouve carrément gratuit en plus. Gratuit, et même ils nous avancent des choses. Ils nous ont fait faire des travaux, ils ont amélioré. Quand ils ont vu que il y avait même des gens qui attendaient à l'extérieur, qui ne pouvaient pas rentrer dans notre atelier, ils se sont rendus compte que il fallait faire quelque chose, donc ils nous l'ont agrandi un petit peu, dans leurs moyens aussi. On ne peut pas trop pousser les murs, mais on a cette chance. On a cette chance à Condat-sur-Trinquous. Et un Ripper Café, on est peut-être le seul Ripper Café dans un petit village, 400 habitants, et qui marche très bien. Qui marche très très bien, puisque nous, on est référents pour les autres, dans des grandes villes. Grandes villes. Et puis vous êtes connus sur le territoire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai contacté en premier. Comment on arrive à rentrer dans un Ripper Café? C'est quoi dans vos parcours? Vous étiez bricoleur, bricoleuse? C'est des touches à tout? Qu'est-ce qui se passe? Moi, pour ma part, j'ai toujours été un curieux. D'accord. Tout petit, j'aimais bien démonter des choses, je ne savais pas les remonter. Ça, c'est le début, mais je dirais... démonter, regarder comment c'était fait. Et pour beaucoup de choses, je suis comme ça, je suis curieux. Et donc, un peu touche à tout. D'accord. Mon métier m'a permis aussi de toucher à l'électricité, l'hydraulique, ainsi de suite. Mais voilà, la curiosité qui fait que, voilà. Okay. Et vouloir se casser la tête un petit peu, parce que c'est vrai, quand on doit réparer, l'important, c'est d'arriver à réparer. C'est vrai donc on est content, on est satisfait quand on répare. Quand on ne répare pas, on est frustré un petit peu, mais bon, on répare quand même dans 80% des cas. D'accord. Et moi, c'est la couture qui m'intéressait, parce que j'ai mon CAP de piqueuse en chaussures. J'ai travaillé quand j'étais jeune dans la chaussure, mais pas dans la confection. Et moi, ça m'intéressait. Et avec Dina, on a appris beaucoup de choses dans la confection, dans la couture. Parce que toi, en fait, tu recrées. Tu ne répares pas, tu crées. J'ai vu, vous avez un atelier où vous... On fait les deux. Ah, d'accord. Ah oui, les gens qui viennent pour la réparation nous amènent des habits à réparer. Et on crée, avec Dina, on crée un petit peu. Ah oui, parce que quand je suis rentré dans l'atelier, j'ai cru que j'étais chez Lagerfeld. Vous aviez tout un étalage, là, où vous étiez en train de découper des patrons, c'est vrai? C'est sur 2 temps, quand même, puisque donc on a une partie Ripper Café, les ateliers, où le mot réparation doit toujours être présent. Un vêtement, une chaise, l'hi-fi, la télé, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut porter dans les mains et qu'on nous apporte et qu'on essaye de réparer, il faut toujours qu'il y ait le mot réparation. Il n'y a pas de création. Par contre, les jeudis où tu es venu nous voir, c'est notre moment à nous. C'est notre moment où on va créer, mais toujours avec des tissus récupérés, ou alors c'est des commandes d'autres associations qui n'ont pas les ateliers pour le faire, et ils nous demandent de faire des banderoles pour le bal du coin, ou alors des petites pochettes pour les dons du sang. Voilà, et là on crée, on crée, mais on garde toujours cet aspect quand même de récupération. C'est les maîtres mots d'un Ripper Café, c'est récupération, réparation, voilà, ça va être ça. On va y revenir dessus. Je finis le petit tour de comment vous arrivez à rentrer dans un Ripper Café. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Moi, j'ai toujours fait du bénévolat toute ma vie. Et en arrivant il y a 8 ans en Dordogne pour me rapprocher de ma fille, elle m'a mis en contact avec Dina. Et c'était parti et ça a été fulgurant. Depuis, j'ai l'impression d'habiter ici depuis 25 ans. D'accord.
Et toi, Dina? Moi, comment je suis venue au Ripper Café, c'est une belle histoire. J'ai beaucoup voyagé, j'ai un van et j'ai pas mal bougé. Et en revenant, donc je voulais m'arrêter un petit peu, et en restant ici à Condat, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est un petit village, il n'y a rien. Et donc, pourquoi pas créer quelque chose? Et j'ai une amie qui, en Belgique, a un Ripper Café, qui s'éclate, vraiment. Et donc, sur ses conseils, elle me dit, écoute, toi qui es bricoleuse, vas-y. Il faut savoir que j'ai quand même fait la moitié de ma maison, toute seule. Ah ouais? Avec au téléphone mon père et mon frère en me disant, passe les tuyaux là-dedans. Mais enfin, voilà, je suis assez bricoleuse. Et donc, du coup, voilà. Mais ça vient d'où, ça, le bricolage? Bricolage de mon père. Ton père? Mon père était quelqu'un de très dur, très dur. Les femmes, il fallait qu'elles restent à la maison. Seulement, il voulait quand même qu'on soit autonome. Donc, il nous a appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et en apprenant toutes ces choses-là, ça m'a rendu autonome. Je veux dire, je sais tout, à peu près faire beaucoup de choses, quoi. Pas tout, mais pas mal de choses. D'accord. Je me suis pas mal débrouillée. Et c'est vrai que le monde du Ripper Café, c'est tout trouvé. C'est tout trouvé. J'ai fait le tour de mon quartier en cherchant des gens qui voulaient bien suivre cette aventure. Et mes voisins, ne sachant même pas bricoler, ont dit oui. La première équipe de démarrage, on ne savait rien faire. Il n'y avait que moi qui savais bricoler un peu. Les autres, il y en avait même qui ne savaient pas tenir un marteau. Et on a démarré comme ça. Et puis petit à petit, ça a plu. Et on a eu Eric, on a eu d'autres gens qui sont venus voir en curieux ou envoyés par quelqu'un. Et puis voilà, ça a pris, la sauce a pris. Et puis maintenant, on est quand même depuis au moins 6 ans à la même équipe. D'accord. La première, c'est un peu dissoute. Il y avait des jeunes, donc ils sont partis. Mais voilà, maintenant, on a une bonne équipe, on est bien soudés et ça tient. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au Ripper Café, moi. D'accord. Et vous habitez tous à Condat ou à Lenton? Non. Et tu disais, il y avait des jeunes avant? Alors, au départ, il y avait des jeunes. Il y avait mes enfants qui me soutenaient, qui sont venus aussi au bureau. Ils étaient au bureau, parce qu'ils ne sont pas très bricoleurs, mais ils étaient au bureau. J'avais des autres personnes, mes voisins, qui sont venus aussi par curiosité, mais qui sont restés un certain temps. Les jeunes sont partis parce qu'ils ont trouvé du travail, ou ils se sont installés. Ça dépend des jeunes. Et petit à petit est venu d'autres gens qui étaient un peu plus âgés, qui sont restés un certain temps aussi. On a Fred. Fred est resté quelques temps, mais qui s'est installé à son compte, dans le bricolage aussi. On a eu des gens comme ça qui sont venus pendant 1 an, 2 ans. C'est un peu un tremplin de temps en temps. Ça a servi de tremplin pour certaines personnes. Surtout les jeunes. Mais un tremplin sur quoi? Sur des métiers. D'accord. Des métiers. Fred, par exemple, qui bricolait un petit peu, il a continué et puis maintenant, il s'est installé chez lui pour réparer. Il répare des machines à laver, il répare tout un tas de trucs. Donc voilà, il s'est installé parce que il était en handicap et donc il ne trouvait pas de boulot non plus. Donc voilà, ça a fini. Cyril aussi, qui est venu un temps chez nous, qui se cherchait. Et puis ça l'a lancé, il est parti, il suivre d'autres aventures. Moi, mes enfants qui ont trouvé du travail, voilà. D'accord. Donc on a eu ce temps-là. Ce que vous n'avez pas à faire en fait. Nous non, on est installés. Voilà. Et qu'est-ce que vous venez chercher autre que faire de la réparation quand on vient dans un Ripper Café? Qu'est-ce qu'on peut venir chercher d'autre que de réparer des choses? Il y a le côté social. La convivialité. Oui. On s'entend bien tous. D'accord. On a des moments de partage autres. Ce que tu disais, le côté social qui fait que certaines personnes viennent, s'assoient, prennent le temps de manger un gâteau, de boire un café, de discuter et qui repartent. On sent que peut-être chez eux, ils sont seuls et que ce moment-là a été un moment important pour eux. Ouais. Une occupation de vie. Ils le disent, quelquefois. Oui. D'accord. On a vraiment un cas très particulier, c'est Jean-Philippe. Il se reconnaîtra. Jean-Philippe qui vient de Périgueux, qui vient à Condat, qui fait un gâteau chaque fois, et il vient jusque chez nous, alors qu'il y a un Ripper Café à Périgueux. Ouais. Il vient jusque chez nous, il reste, il amène toujours une bricole à réparer, une chemise ou un truc qui a été dessoudé mais qu'on ne peut plus réparer, mais voilà, il amène quelque chose et il reste. Il nous écoute. Tu veux dire qu'il amène un prétexte avec lui? Exactement. Et ça nous fait du bien aussi. Eric, tu voulais dire? Je dirais que
il y a plusieurs cas de figure, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment contents de voir se réparer un objet auquel ils tiennent. Hein, ça, c'est principalement ça. Vous allez arriver à faire quelque chose et tout. Et ça, c'est vrai que... Après, il y a d'autres personnes qui nous prennent aussi pour des réparateurs. Hein. Parce qu'officiellement, on est censé leur faire voir comment on répare pour que demain, ils puissent se débrouiller. Ça, c'est la règle d'or du Rue Hypercafé. Aujourd'hui, tout le monde ne comprend pas forcément ça et ils nous prennent pour des réparateurs. Bon, soit, on répare. Hein, mais voilà. Il y a quelque chose d'idéologique. Je me rappelle quand on s'est rencontrés, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéologique quand vous venez là. Est-ce que tu peux pousser un petit peu plus ou quelqu'un sur le côté idéologique? Est-ce que vous avez fait un constat de société? Les gens, ils sont moins bricoleurs maintenant, ils se débrouillent moins, ils sont moins autonomes, je sais pas. Il y a toujours eu des gens qui ont la phobie de l'électricité, par exemple. Donc forcément, ils ne toucheront jamais un truc électrique, quoi. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Hein. On a l'âme d'être curieux et de vouloir démonter. Il y en a d'autres. Ils sont vraiment pas à droite, ni de la main droite, ni de la main gauche. Hein. Partant de là, ça s'arrête là, quoi. Ils ont peut-être été confrontés à ce que tu disais au début de l'émission, c'est-à-dire que tu savais démonter, mais même pas. Ils ont même pas la curiosité d'aller démonter quelque chose. Non, on regarde. C'est foutu, on jette, malheureusement. Et puis basta. Est-ce que vous diriez que vous êtes des écolos? Bien sûr. Dans un sens, oui. Bien on sûr. l'a toujours été. Oui, on l'a toujours été dans notre vie déjà. On essaie en tout cas. Oui. Alors allez-y, là, de quelle manière là, ça m'intéresse, parce que là, on est presque dans de la politique. Alors non, on ne va pas faire de politique, mais bon, l'écologie, elle a plusieurs facettes. Et nous, notre facette à nous, c'est plutôt d'être auprès des gens et pas simplement pouvoir dire j'ai pris l'avion, mais enfin, désolé, je vais planter 3 arbres. Non, nous, on est vraiment dans l'action. On est vraiment dans l'action, c'est-à-dire que, voilà, on est là, venez, on vous aide. On vous aide à réparer. Parce que la fonction première d'un Hypercafé, c'est plutôt d'aider à réparer et pas de réparer pour la personne. Alors, moi, j'aime bien ce mot-là, c'est vraiment un passage de savoir. Hein, c'est pas « je répare » pour toi, tu vas réparer et je t'aide. Hein, je suis là présent. Alors, il faut savoir, Eric hoche de la tête, mais c'est vrai qu'au départ, on avait le temps de le faire, d'accompagner chaque personne. Il faut savoir que même pour un petit village, on commence à avoir beaucoup de réparations et on n'a pas le temps toujours d'accompagner les gens. Donc, il y a certains objets qu'on va garder et réparer après. Cette mission de passage de savoir, on n'a pas toujours le temps de le faire. Mais c'est le but premier d'un Hypercafé quand même. Hein. Alors vous êtes écolo et éducateur. Éducateur, formateur. Formatrice, ok. Accompagnant, moi je dirais même. Hein. Accompagnant simplement. D'accord, ça vous a tous ça comme définition? Oui, tout à fait. Oui. C'est sympa ça. Et au moment du vote, pendant les élections? Non, je rigole. non, on va faire une première petite pause avec une musique que vous avez choisie de Sophie Martin, Autin Guiraud. C'est ça. À tout de suite. RLP. Chez ma grand-mère et mon grand-père, il y avait toujours quelque chose à faire. Une ficelle, un bout de bois, et l'on rêvait déjà de ce qu'on pourrait en faire. Raccommoder, réparer, un jouet à fabriquer. Mon grand-père et ma grand-mère n'étaient pas souvent assis à rien faire. Dès qu'un truc était cassé, pensaient pas jeter. Obsolescence programmée, n'en avait jamais entendu parler. Obsolescence programmée, j'ai cherché le sens pendant la dictée. Obsolescence programmée, pas facile à dire ni à digérer. Obsolescence programmée, aussitôt vendue, aussitôt cassée. Mais il n'avait pas prévu les Hypercafé, un repère d'amitié. Les Hypercafé où l'on répare tout sans compter. Pour le frigidaire, il n'y avait rien à faire. Barty l'avait dit, il était fini. Pour le GPS, c'était la détresse. Il est au rebut, Grosjean n'en veut plus. Avec leur petit cœur fendu, voilà qu'ils se sont rendus au Hypercafé, ce repère d'amitié. Au Hypercafé où l'on répare tout sans compter. L'aspirateur, un souffle au cœur, la cafetière fait un ulcère. Le
Le grille-pain reste de glace, c'est le frigidaire qui chauffe à sa place. Voilà la perceuse qui devient peureuse, le poêle à mazout rempli de doutes, la machine à coudre qui veut en découdre, alors l'halogène a bien de la peine. Lui qui était éclairé, il les a tous emmenés au Ripper Café, ce repère d'amitié. Au Ripper Café où l'on répare tout sans compter. Le train électrique pris de panique, le fer à vapeur toujours en sueur, le soufflant à feuille a tourné de l'œil, le taille-bordure s'est fait une foulure. Monsieur Autophile a perdu le fil, dame tronçonneuse vraiment vaseuse, machine à laver ne fait que pleurer, c'est elle qui l'a su. On allait les jeter, ils se sont donné la main, ils ont trouvé le chemin du Ripper Café, ce repère d'amitié. Au Ripper Café où l'on répare tout sans compter. Je me souviens du temps passé où papy était dans son atelier. Obsolescence programmée, n'en avait jamais entendu parler. Dès qu'un truc était cassé, une petite burette d'huile s'était réparée. Il aurait sûrement aimé les Ripper Café, ce repère d'amitié. Les Ripper Café où l'on répare tout sans compter. RLP. Et s'il n'y a rien à réparer, il y aura tout. On va rentrer un petit peu plus dans le public. Quel public vous accueillez? C'est quoi les profils? On va dire, Eric, tu as commencé à en parler. Tu disais qu'il y avait des gens qui venaient... Il y a tous les profils. Est-ce que tu peux nous en donner 2 ou 3? RLP. Radio libre en Périgord. Des gens qui viennent de tous les milieux, je dirais. On pourrait penser que c'est des gens qui ont besoin, qui n'ont pas les moyens de réparer, qui n'ont pas l'argent. Mais on a aussi des gens qui sont aisés. Et puis, non, il y a vraiment tous les profils. Et puis après, vous avez toujours une masse de personnes aussi qui n'ont pas envie de venir là chez nous, de réparer quelque chose. Non, on va se casser la tête avec ça. Bon, on est consommateurs. Et c'est ce que je retrouve quand je vais dans une déchetterie. Je suis malade. Quand je vais dans une déchetterie, je suis malade quand je vois tout ce que les gens jettent, alors que pour un truc de rien du tout, c'est réparé. Ouais, oui. Ou à nettoyer uniquement, mais c'est catastrophique. Ça, c'est vraiment catastrophique. D'accord. Tout ce que les gens jettent. Donc le côté écologique, oui, on s'en occupe directement. Là. Quel profil vous diriez, mesdames? Quand même, beaucoup de gens retraités qui disposent du temps pour venir nous voir. C'est pour ça qu'on ouvre aussi le samedi, parce que le samedi, les gens ne travaillent pas, et là, on a un public un peu plus diversifié. D'accord. En âge, en tout cas. En âge? Oui, ça irait de quel âge à quel âge, tu dirais? Moi, je dirais les tranches d'âge, ça va être très peu de jeunes. Disons que ça partira à partir de 30-35 ans, jusqu'à 80-90 ans. Enfin, tous ceux qui peuvent se déplacer encore, bien que s'ils venaient avec leur fauteuil, on pourrait peut-être leur réparer. Mais voilà, donc les très très jeunes, c'est plutôt nous qui allons vers eux que eux vers nous. On ne sait pas, peut-être qu'à Condat, ils vont mettre une navette en place après l'émission pour faire le tour et ramasser les gens. Ça serait génial. On s'en appelle à la mairie de Condat. S'il nous entend, oui. Oui, donc le profil des gens, ça va être plutôt des gens quand même qui sont dans je dirais pas l'écologie, mais plutôt dans le fait d'économiser, de ne pas racheter. Pas forcément pour l'écologie, mais parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont, des valeurs de leur objet. D'abord, ils y tiennent. Deuxièmement, ils savent très bien qu'ils ne retrouveront pas la même qualité. Donc, ces personnes-là viennent plus facilement chez nous. Et ça, c'est entre 35 et 50 ans. D'accord. Après, la tranche d'âge plus ancienne, ça va être plus des objets auxquels ils tiennent. C'est-à-dire, c'était des parents, des grands-parents. On a eu des horloges, des très très anciennes, qu'Éric répare très très bien.
des postes de radio qui ont traîné pendant 50 ans dans une grange et que d'un seul coup, ils se disent « Ah, le Ripper Café va peut-être me la réparer ». Voilà, moi je dirais plus les tranches d'âge, ça va être celle-ci. Hein. Voilà, il y a deux choses différentes. Après, socialement, je ne sais pas qualifier vraiment aisé, pas aisé. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a quand même beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais moi de toute façon, je n'aime pas jeter, alors je l'ai amené ». Quitte quelquefois à le dire « Réparez-le et gardez-le ». Voilà. D'accord, ce ne seraient pas des profils socio-économiques, ce seraient plutôt des profils, on va dire, des gens qui préservent. Conservateurs. Oui, Pardon. plus conservateurs. Ouais, conservateurs. Oui. Et dans les jeunes, ça va être plus ceux qui se rendent compte maintenant, qui vont faire la démarche, qui commencent. Ils se rendent compte que la vie n'est pas facile, qu'on jette beaucoup trop, hein, et ils cherchent des alternatives, hein, justement. D'où l'émission déjà. Voilà. Okay. Donc cela, c'est très intéressant de bien les accueillir. Enfin, on accueille bien tout le monde, mais de bien les accueillir et de les aider dans cette démarche. Hein. Pour amorcer l'après. C'est ça. Je vais sauter sur l'occasion. J'ai 4 retraités et c'est mon côté un peu philo. Est-ce que vous pourriez définir la différence qu'il y a entre la valeur et le coût des choses ? Je vous piège pas, hein, mais vous vous attendiez pas à cette question, peut-être ? La valeur, c'est subjectif un petit peu, tandis que le coût, c'est le sonnant et trébuchant. Enfin, moi, je le vois comme ça. Le coût, c'est du sonnant et trébuchant, on l'a ou on l'a pas. D'accord. Après, la valeur... Le coût, c'est le quotidien, c'est gérer son budget, et savoir si on va pouvoir acheter un micro-ondes ou non. C'est un lien avec ses... On les répare pas tellement, mais bon. Et du coup, c'est un lien avec ses propres moyens financiers ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. D'accord. Moi, je pense que oui. Et la vie est de plus en plus chère. Il y a le côté sentimental de tout est cher, objets, comme tu disais. Oui, voilà, c'est ça. La valeur, c'est le côté sentimental. Aussi. D'accord. C'est pas la valeur monétaire, justement, de ce côté-là. C'est plutôt le coût. Ouais, c'est ce que ça vaut dans le cœur. Dans le cœur, voilà. Oui. Il y a des choses auxquelles les gens tiennent. Pas forcément parce que ça a coûté très cher. Simplement parce qu'ils leur donnent une valeur sentimentale, parce que ça rappelle quelque chose. Et ils veulent le préserver. Donc voilà. Moi, je pense que oui, plutôt valeur, c'est plutôt dans ce sens-là. Que monétairement. Quoi. Je trouve que c'est intéressant parce que... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je couperai. Je trouve que c'est intéressant parce que même avec les gens de la recyclerie, ça ressortait au niveau des valeurs. C'est pour ça que je disais que c'était un peu politique. Parce que quand on défend des valeurs, ça dépend ce qu'on y met avec le cœur dedans. C'est ça. Il y a aussi une notion, depuis quelque temps quand même, de se dire que la planète est en danger et que ça fait son chemin aussi dans la tête des gens qui se disent non, on ne peut plus jeter. Il y a eu une époque quand même où on achetait et hop, on jetait, on rachetait. On ne cherchait pas à comprendre. Je pense que c'est un peu terminé, ça. Vous êtes adhérent de Greenpeace ou pas ? Qu'on sache si on va avoir des problèmes. Hein ? Non ? Ok. D'accord. Ok. Combien vous direz que... Enfin, dans le Ripper Café de Condat, combien vous seriez ? Peut-être que tu Des bénévoles ? Ouais. De gens qui viennent, qui gravitent. Ce qu'on appelle nous les visiteurs. Voilà. Hein, c'est pas des clients, c'est des visiteurs. En une année, tu veux savoir ou en... Donne-moi un chiffre que tu as. Disons, moi je dirais une dizaine par atelier. Par atelier, oui. Une dizaine par atelier, une moyenne. Hein. Il y a des moments où on va en avoir 20, 25, et des fois où il n'y en aura que 4. Ah ouais, dans les petits espaces comme vous avez, 20, 25 Oui, mais enfin c'est très étalé quand même, hein. C'est assez étalé quand même sur l'après-midi. Mais ça a été rare, hein, les 20, 25, mais disons que voilà. Une bonne dizaine, oui. Une bonne dizaine. Sur chaque atelier Voilà. Oui. Quel atelier a le plus de monde ? Alors, dans l'atelier en général, je parle. Hein. D'accord. Alors, et quel atelier ? on a beaucoup plus de réparation électrique, bien sûr. Hein. Les gens viennent beaucoup plus avec des appareils électriques, enfin, ce qu'on appelle des appareils, quoi. Côté couture, beaucoup moins. Les gens ne viennent pas faire vraiment réparer. C'est plutôt des projets. Plutôt des projets. D'accord. Voilà, les gens ont plutôt des projets de faire quelque chose, même si c'est de la récupération. Mais réparer, on en a très peu des vêtements à réparer. Ça va plutôt être faire des rideaux, faire des choses. Voilà. D'accord. Pas réparer des choses, mais faire des choses. Et par contre, alors là, ça explose, le côté électrique réparateur. explose. Ah oui. Eh oui. Oui, beaucoup.
Depuis qu'on a un informaticien aussi. Mais du coup, tu montes des ateliers là-dessus, où il y a beaucoup plus de consommateurs de réparation qu'autre chose? Mais disons que bon, il y a beaucoup de gens qui viennent pour réparer, alors malheureusement, qui achètent aujourd'hui des trucs pas chers. Et ils en ont pour leur argent. Et partant de là, qui vont tomber en panne rapidement, sans être forcément de l'obsolescence programmée. Hein. Mais c'est pas cher, et donc ça tient pas le coup. Et s'il faut réparer, la pièce va coûter trop cher, ou souvent trop cher. Hein, sachant que nous, après, on répare pour rien. Parce que c'est vrai, s'ils vont chez un artisan, chez un commercial, le gars va leur dire, bon, attendez, vu le prix de la pièce, c'est pas la peine, vous allez acheter un autre. Hein. Ouais. Bon, nous, on chône déjà la main-d'œuvre, mais c'est vrai qu'il se vend aujourd'hui de la saloperie, quoi. Hein. Donc la saloperie, elle dure ou elle dure pas. Et puis, et malheureusement, elle est vouée à être jetée, quoi. Hein. Qu'à une époque, bon, même encore aujourd'hui, de toute manière, on peut acheter de la bonne camelote, il faut avoir l'argent au départ. Hein. C'est la mise de fonds au départ. Bon, on s'y retrouve quand même. Hein. Mais celui qui doit bricoler ou travailler, il hésite à acheter un truc de valeur d'un professionnel ou un truc comme ça parce qu'il amortira jamais. Même si elle tombe pas en panne, il amortira pas. Il n'aura pas l'utilisation. J'ai ce cas de figure avec mes débroussailleuses. Mais oui, mais tout va dire tout. J'ai acheté la marque d'un magasin de bricolage. Absolument. Alors, et ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'utilise 5-6 fois par an et ça marche très bien. Oui, non mais... J'ai eu une petite pièce à changer. Tu parlais de l'obsolescence programmée. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour moi, la vraie obsolescence programmée, c'était lorsque certains fabricants se sont amusés à mettre des composants électroniques dans lesquels il y avait un peu un compteur horaire et au bout de temps de travail, l'appareil électronique donc coupait et donc l'appareil ne marchait plus. Ça, c'est vraiment de la tromperie, quoi. Hein, parce que de dire, au bout de tant d'heures, il va couper, tu peux le changer. Ça, c'est vraiment l'obsolescence programmée. À ne pas confondre avec, je dirais, des montages avec des matériels qui sont vraiment trop justes, trop légers et qui vont casser. D'accord. Mais là, le pire, c'était ça. Je crois qu'ils avaient fait ça à une époque sur les cartouches d'encre, je crois, ou sur les imprimantes. Il y a des gens qui ont voulu faire ça. Les ampoules aussi. Sur les imprimantes, excuse-moi, Eric. Oui, non, mais... Sur les imprimantes, il faut savoir que au bout de 5000 copies, sauf les professionnels, sauf les imprimantes professionnelles, mais la simple imprimante qui vaut 35 ou 50 euros dans n'importe quel magasin, elle fait 5000 copies. Au bout de 5000 copies, elle va dire bourrage de papier. Bourrage de papier, ce n'est pas vrai, il n'y a absolument rien. Simplement, il y a cette petite pièce, comme dit Eric, une petite erreur, et vous jetez votre imprimante. C'est horrible, l'imprimante te parle, et en plus, on lui met une conscience de s'arrêter à un moment. C'est ça. Et on sait très bien que s'il y a eu bourrage de papier, sans aucun bourrage de papier avant, c'est vraiment fichu. Autrement, ça demanderait un travail d'une journée pour pouvoir arriver à démonter ce petit truc et dire, allez hop, elle va pouvoir repartir. Et ça n'en vaut plus la peine, puisque maintenant, les cartouches d'encre sont plus chères qu'une imprimante. C'est ça qui est terrible, les consommables. Aujourd'hui, vous achetez, moi je me rappelle, il y a 2-3 années, un vendeur donc, d'imprimante, et il me proposait l'imprimante si j'achetais 5 packs d'encre. Mais les 5 packs, j'ai donné pas loin de 200 euros quand même. Mais il offrait l'imprimante. J'allais dire une mobilette. Non, mais voilà, mais c'est terrible. C'est terrible. Hein, donc, et quand c'est quand même un appareil, il y a quand même du matériel, de la mécanique dans une imprimante. Alors, c'est rendu à un prix, c'est démentiel. Quoi. Ça m'amène à 2 questions. La première, sans devoir acheter le top de la marque, etc., qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça ? Et la deuxième, est-ce que vous faites le même constat de l'obsolescence programmée sur d'autres choses comme de la couture ou des tissus, je ne sais pas, ou d'autres sujets que vous abordez ? Dans la couture, oui, le tissu n'a plus la même qualité qu'avant. Vraiment, ça n'a plus la même qualité déjà dans le tissage. Ça vient d'autres pays que je ne cite pas, mais que voilà, on sait très bien que c'est traité différemment. Et deuxièmement, c'est la couture en elle-même. Quand vous achetez un vêtement, ce n'est plus du tout la même manière de coudre, je dirais sans donner non plus de marque, mais certains vêtements qu'on achète très peu cher, on sait très bien qu'au bout d'un mois, 2 mois, ou disons, allez, au plus une saison, vous allez pouvoir le jeter.
Ah ouais. Vous n'allez même pas pouvoir récupérer le tissu parce qu'il va déjà être trop fin, trop élimé déjà au bout d'une saison. Donc là-dessus aussi, on voit bien que c'est... Ouais, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'obsolescence, mais disons que de mauvaise qualité, très mauvaise qualité. Voilà. Très mauvaise qualité. Chose qui entraîne autre chose qui a une répercussion sur les ressourceries, c'est que tous ces vêtements qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas de qualité, ne sont pas vendables, mais les gens quand même les amènent. Les amènent quand même en ressourcerie. Donc on ne peut rien en faire. Elles m'ont parlé, les filles de Thiviers. Voilà. Mais on ne peut rien en faire. Et donc ce qui fait qu'il y a un trop-plein. Les ressourceries sont en difficulté et maintenant, ça a entraîné même des fermetures de ressourceries parce qu'elles sont noyées dans cette masse et quand il y en a trop, on sait très bien que c'est perdant. Hein. On ne peut pas traiter tout ça, donc on y perd. Donc il y a des ressourceries à Neuvic, par exemple, qui a fermé. Ah oui. Hein. Donc tout cet amas de tissus, de couture qui ne vaut rien. Voilà, alors qu'on a de la qualité quand même à côté, en France, on a quand même des belles choses, ou alors même faire travailler la petite couturière à côté de chez soi, ou venir dans un Repair Café, fignoler les coutures pour que ça dure un peu plus longtemps. Et la mode du vintage, du coup, voilà. Les gens qui regardent des vêtements qui ont été faits il y a très longtemps et les remettent à la mode. On a beaucoup de ça aussi, même nous déjà. Alors sans refaire le monde, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contrer ça ? Est-ce qu'on peut le contrer déjà ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être pas tout de suite, vu que quand même dans l'air du temps, les gens n'ont pas d'argent. Et moi je comprends qu'on achète sur des sites qui ne vaut pas cher. Si j'ai le choix entre une robe qui vaut 5 € et que je sais que ça va me faire une saison, et après il faut que je mette 200 € dans une autre robe, mais que je ne peux pas me payer tout de suite, je vais aller vers 5 €. Et c'est là où c'est bien de faire une éducation des gens. Il y a les ressourceries. Il y a les ressourceries, il faut se tourner vers la seconde main. Il y a des choses de qualité. C'est vrai. Mais ça, c'est toute une éducation. C'est toute une éducation aussi. Les gens n'osent peut-être pas. Moins qu'avant, je pense quand même. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bien, je pense qu'avant, chez nos parents, aller acheter du seconde main, c'était montrer qu'on n'avait pas les moyens. Et il y avait cette a priori qui faisait qu'on... C'était vexant. On achetait une chose et puis on se contentait. Alors que maintenant, tout le monde y va, tous les milieux sociaux. C'est vrai, il y a du monde qui y va. Mais dans le temps aussi, moi je me rappelle quand on était jeunes, ma mère nous faisait faire nos habits par des couturières. Elle achetait le tissu et c'est une couturière qui nous faisait nos habits. C'est vrai. Et oui. Et après, comme on était 4 filles, celle qui suivait portait, ça veut dire que c'était de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne fera pas toutes les filles. Voilà. Enfin, moi qui suis pas très vieux, mais pas très jeune non plus, j'ai porté les vêtements de mes frères. C'est ça. Mais nous, on portait les habits de mes sœurs. Et maintenant, on ne peut plus le faire. Comme dit Dina, le tissu n'est plus de bonne qualité. Il y a même des gens qui ont des allergies à cause des produits qui viennent, qui ne sont pas de bonne qualité, qui viennent d'ailleurs. Mais est-ce que ce ne serait pas une des solutions de ne pas faire entrer ces produits ? Et comment vous voulez faire ? Alors là, on rentrerait dans la politique, donc on ne va pas rentrer dans la politique. D'accord. Mais ça serait certainement la solution, mais il faut penser que derrière, quand on achète ces choses-là, il y a quand même des gens qui travaillent. On enlève le travail aussi. Donc il faudrait des solutions alternatives là-dedans pour dire sans enlever vraiment le travail à d'autres qui les font vivre aussi. Et nous, ne pas recevoir ça non plus, quoi. Je ne vois pas la solution. Il y a quand même des tentatives qui se font. Moi, je voyais l'autre jour une émission, par exemple le lin. Le lin a été cultivé très longtemps en France, puis après il est parti là-bas en Chine. Et là, actuellement, ils sont en train de reprendre la culture du lin. La culture, ils reprennent la culture. Par contre, la manufacturation se fait à l'étranger parce que il y a des gens qui travaillent pour moins cher que nous. Oui. Mais ils peuvent bien travailler aussi, c'est pas interdit. Mais tout le coup est là, tout ce qui est manufacturé dans les pays, je dirais, développés, forcément, c'est plus cher. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un tarif de base mondial sur chaque matière ? Ça serait bien. Ça serait bien d'arriver à ça, oui. Mais il faut que ça ferait travailler tout le monde déjà. À égalité, ça ferait du travail pour social, tout le monde. Et là, on en est loin. Bon, je vais remplacer Macron au prochain coup. Voilà. Super, on vote pour toi. Avant cette deuxième pause, un petit point sur les tarifs. Est-ce que vous avez des tarifs, vous, au Repair Café ? Comment ça se passe ? Non. Alors, dans un Repair Café, c'est très cher.
Ah ouais? C'est très très cher. C'est très cher. On peut nous payer en café, on peut nous payer en gâteau. Non, Ripper Café, et la réparation est gratuite. La réparation est gratuite parce que donc c'est ce que Martine Postma voulait, donc, et cultiver ce côté-là en disant il faut que ça soit accessible à tout le monde. Donc nous allons le faire gratuitement. Ensuite, nous on propose quand même des petits tirelires parce que bon, un Ripper Café, il faut savoir qu'on n'a pas de droit aux subventions, on n'a droit à rien puisque tout est gratuit et on n'a pas de salariés. Donc du coup, on n'a droit à rien. Donc pour pouvoir continuer à vivre et puis à proposer ces ateliers-là, on a des petites tirelires où les gens mettent ou ne mettent pas. Hein. On a même eu des petits boutons dedans. C'était superbe. Ça nous a servi pour faire une couture après, du moins. Et on propose aussi une adhésion, qui est plutôt un soutien au Ripper Café, qui est de 10 € à l'année. Ça donne droit à revenir, hein, même si on ne le paye pas, mais on a le droit de revenir. Mais voilà, c'est notre petite solution pour durer. Et on peut dire que les gens, ça va. Ils sont assez reconnaissants là-dessus, ça va. Souvenons-nous de ça, les relations sociales, elles sont gratuites. RLP. Pause. Ripper Café, Bras-sur-Meuse. 5-5 représente du Ripper et du café. C'est le Ripper Café. RLP. Ouais. Ramène ta chemise à fleurs, elle est raccommodable. Ramène ton téléviseur, mais n'oublie pas ton câble. Tu peux confier ta guirlande et régler son problème. Et pour ta télécommande, vérifie les pics en mer. C'est en panne, c'est cassé. Même si ça sent le sapin. Y'a des astuces, y'a des outils. On redonne des secondes vies. Où ça? Au Ripper Café. Le bénévole, ça so happy, c'est comme une grande famille. Des vieux, des grands, des petits, un chien, des gens qui viennent de loin. Qui aiment plus les centrales vapeur, qui aiment trop les aspirateurs. Chacun sa place inévitable. Mais est-ce qu'il y a un plan pour les tables? C'est en panne, c'est cassé. Même si ça sent le sapin. Y'a des astuces, y'a des outils. On redonne des secondes vies. Où ça? Au Ripper Café. Les visiteurs sont gâtés, il y a du café chaud et des gens pour discuter, la bouche pleine de gâteaux. Les bénévoles, c'est super, s'organisent des fêtes, des barbecues, de la bière et surtout des grosses raclettes. C'est en panne, c'est cassé. Même si ça sent le sapin. Y'a des astuces, y'a des outils. On redonne des secondes vies. Ça? Au Ripper Café. Il a 10 ans, le Ripper, et il peut être fier d'avoir été le premier en Meuse à être né. Comme les gens étaient contents, ils s'en sont inspirés. Et dans le département, il y en a d'autres qui ont poussé. C'est en panne, c'est cassé. Même si ça sent le sapin. Y'a des astuces, y'a des outils. On redonne des secondes vies. Où ça? Au Ripper Café. RLP. C'est cassé. Même si ça sent le sapin. Y'a des astuces, y'a des outils. Revenu dans l'alternative RLP 102.3, donc avec nos 4 invités du Ripper Café. Quand vous recevez quelqu'un, comment vous organisez l'accompagnement des gens? Là, on va essayer de rassurer les nouveaux adhérents, parce que tu as parlé d'adhésion à 10 €. Bon, on peut donner plus, hein, mais un nouvel adhérent comme moi qui arriverait, comment vous m'accueillez? Comment vous me prenez en charge? On ne parle pas tout de suite de ce genre de choses. Déjà, on sourit, on les accueille, rentrés. On leur demande si c'est la première fois qu'ils viennent. Et à partir de là, on leur fait remplir une petite fiche avec leur objet en panne. Ensuite, ils sont accompagnés dans la
dans la salle de réparation, dans l'atelier. Et là, ils sont tout de suite pris en charge par un de nos réparateurs. Ou si ils sont tous occupés, on leur offre un café. Il y a des tables, ils se mettent à discuter entre eux. Et voilà comment ça se passe dès le départ. Ok. Et après, vous vous amenez vers un atelier. Est-ce que vous demandez aux gens leurs compétences dans ce petit document ? Quand ils arrivent avec un objet ? Non, si eux veulent venir adhérer, veulent venir participer à quelque chose, est-ce que... Ah oui, on leur présente le Repair Café, et en effet, et d'eux-mêmes, quelquefois, ils nous disent « Ah mais moi je suis disponible si vous avez besoin ». Par exemple, là, on a eu un monsieur qui était horloger, et qui nous a dit « Je suis à la retraite, j'ai du temps ». Il a laissé ses coordonnées et on lui a dit si vous voulez, le jour où on a un problème avec une réparation et que Eric est un peu coincé. Tout à fait. Par rapport à un professionnel, on a nos limites. Il amènerait ses compétences. Et dans ces cas-là, oui, on peut se débrouiller. On peut l'appeler. Et envoyer les gens chez cette personne-là. Du coup, une nouvelle compétence, ça pourrait créer un nouvel atelier au sein du Repair Café. Exactement, oui. Il y a des tables de disponibles. Là, on a gardé 1 ou 2 tables de disponibles. S'il y avait des nouvelles compétences, c'est certain que c'est un plus. On pourrait offrir plus de services. Qu'est-ce qui manquerait comme compétences ? Nouvelles compétences, je vais quand même faire un petit truc sur Eric. Au moment du Covid, on a été obligés, on a fait tous, d'ailleurs tout le monde, des masques. Donc les machines, ça les abîmait. Et un jour, on a dit, Eric, tu peux pas regarder. Eric n'avait jamais regardé vraiment une machine. Je ne sais pas si on lui a pas montré comment enfiler l'aiguille. Et depuis, c'est devenu le technicien. Il a même fait des présentations à d'autres pour leur donner des cours. Oui, parce c'est vrai que par rapport à ça, là, il y a eu des actions de fait là, quand il a fallu faire ces masques. Là, même le conseil départemental, il s'est débrouillé à fournir le tissu, découper et tout, si je ne me trompe pas. Et donc, il distribuait ça. Il suffisait après de trouver des gens qui avaient une machine pour pouvoir assembler. Et donc, à Condat, les filles ont fait ça. Alors, le problème, c'est qu'elles ont sorti leur machine qui avait un certain temps qui n'avait pas marché. Ça leur a fait tout drôle aux machines de se mettre à travailler là des heures. Donc, ça l'a pas fait longtemps, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai rapidement démonté, ouvert, nettoyé, huilé des machines qui avaient besoin d'entretien, parce que ça, c'est pas une machine qui tourne beaucoup dans une maison, une machine à coudre. Surtout si on a pris celle de sa maman et qui était remisée dans un coin, il y a eu du boulot à faire. Et donc, je me suis penché sur les machines à coudre. Oui, c'est particulier. C'est de la mécanique, la mécanique fine, particulière. Et après, il y a le deuxième type de machine à coudre, c'est les électroniques. Alors là, je suis déjà... On passe dans une génération. Je peux pas, on ne peut plus. Mais moi, je n'ai pas les compétences en électronique et c'est beaucoup plus compliqué. Tandis qu'une bonne vieille machine à coudre, c'est mécanique, c'est faisable. Oui, parce que moi, justement, pour revenir au Covid, on a fait beaucoup de masques. Et j'ai la machine à coudre de ma mère, une Singer qui marche très bien. Et ça m'avait... le moteur était... ça me l'avait... Et Eric me l'a changé. Et tu en avais fait combien, toi, de 1000. J'ai fait 1000 masques. On en a fait 8000 en tout. Et ça m'avait grillé mon moteur et Eric me l'a réparé, me l'a remplacé. Est-ce que vous ne devenez pas des concurrents ? Alors non, bonne question ça. Il n'y avait personne à l'époque pour les faire. Mais même le Repair Café en lui-même n'est pas une entité qui va être en compétition avec des artisans ou des gens de métier, du tout. Là-dessus, on a vraiment une liberté qui est conditionnée par déjà la garantie de l'appareil, ou la garantie, peu importe si c'est un vêtement ou n'importe où un appareil. Déjà, sous garantie, on ne les prend pas. Mais il faut pas. On ne les prend pas du tout. Il faut pas. Voilà. Et il faut savoir qu'un Repair Café, ça va plutôt être des objets qui vont être en fin de vie. On a déjà été voir un réparateur, ou pas. On a déjà été voir quelqu'un, on nous a dit que la pièce était trop chère. Donc, on ne veut pas le faire réparer parce que ça revient trop cher. Donc, les Repair Café, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance, c'est le dernier palier avant la déchetterie. Voilà, c'est pour ça que nous, on ne se met pas en avant, et même... si on voit que quelque chose n'est pas trop de notre ressort, mais on a des professionnels que l'on connaît, vers qui on va les diriger.
hein. On ne se garde pas tout pour nous, hein. Donc du coup, voilà, on travaille avec d'autres gens. Et voilà, c'est ça le Ripper Café, hein. Ce n'est pas je fais tout, je sais tout faire, non, et on veut faire de l'ombre aux autres, pas du tout. C'est pour ça que les gens qui viennent chez nous, ce sont des visiteurs, pas des clients, hein. C'est des visiteurs, c'est des gens avec qui on va lier d'amitié autour d'une radio qui ne fonctionnait plus, mais qu'il avait amenée ailleurs, ou une cafetière. Hein, on a eu de très belles cafetières qui valaient très très cher, et qui, ils ont été chez un réparateur. On leur a dit, oh là là, mais non, la pièce, trop chère. Nous, en plus, on ne peut pas. Voilà, on vous propose celle-là. Hein, bien sûr, avec 700 € de plus. Et donc, ils viennent chez nous. Et heureusement, Eric en a réparé une. Hein, le monsieur, il était hyper content. Et il lui a dit, ça fait un gâteau. Voilà. Mais la machine, je crois qu'elle valait 600 ou 700 € d'être toute seule. C'est incroyable, le prix de certaines machines. Là, et puis, c'est quand même stupide de jeter, quoi, hein, c'est tout. Alors, mais c'est ce que je disais l'autre fois, c'est qu'il y a le prix de la pièce, mais après, quand vous allez chez un professionnel, il y a un compteur horaire qui tourne, hein, il faut payer, il faut sortir le salaire du gars, là. Donc, ça se compte. Nous, cette partie n'est pas là. Oui, tu disais, vous chantez le... Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vraiment un terme d'électricien. Oui, absolument. Après, il y a aussi la mauvaise volonté aussi de certains réparateurs. On a eu un cas assez flagrant. Comme je disais tout à l'heure, on a un informaticien à l'atelier, et une dame nous a amené un ordinateur. L'ordinateur avait une barre noire en plein milieu de l'écran. Elle est allée voir donc un informaticien dans un magasin qui l'a fait payer 100 € le devis, et en lui disant « ça ne peut pas être réparé. On est désolé, mais ça ne peut pas être réparé. » Elle vient chez nous. Donc en discutant, Dominique, puisque donc Dominique est notre informaticien, lui, il a le tic de tout nettoyer. Donc, il commençait à nettoyer l'écran, il commençait à tout nettoyer. Et il lui dit, alors, qu'est-ce qu'a votre ordinateur ? Et il lui dit, il y a une barre noire en plein milieu de l'écran. Il allume, pas de barre noire. C'était simplement sur l'écran. C'était simplement une salissure. Ah oui, d'accord. Payer 100 €. Payer 100 €. Ouais, sympa, ouais. Sympa. Et combien de choses comme ça vous avez combien d'ateliers là? Parce que de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique, de la couture. Vous avez combien d'ateliers dans votre Ripper Café? En réparation, on est 4. 4. Et les réparations, dans l'informatique? Dans l'informatique, oui, alors, c'est ça. Est-ce que tu peux les citer? Mais donc, on a un spécialiste, Dominique, en informatique. Qui fait donc l'informatique, la téléphonie un petit peu, hein. Et on est, après, les 3 autres, de toute manière, on est polyvalents sur le petit matériel électrique. François, Sylvain et Eric. Et moi-même. D'accord. Donc François aussi, un peu plus aussi, tout ce qui est un peu en dehors, c'est-à-dire bois, des choses comme ça à réparer, par exemple des chaises, une table, des choses comme ça. Eric aussi. Donc menuiserie, électricité, voilà. électronique, couture. Voilà, et couture. Et alors les filles, donc couture. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers que vous avez Non, on a ces 4 points-là qui sont très forts chez nous. Hein. Potentiel horloger. Alors, horloger, c'est toujours Eric quand même aussi qui s'y colle. C'est la mécanique, hein, une horloge, voilà. C'est la mécanique. Hein. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment des touches-à-tout. Hein, donc, chacun a plusieurs... Oui. Et est-ce que vous êtes financé? Non. Non, du tout. Si, le financement, je dirais, c'est le fait d'avoir un local. Gratuit, voilà. C'est énorme, non? Effectivement, oui, c'est un loyer en moins. C'est un truc énorme. C'est de l'électricité en moins. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, on voudrait faire quelque chose, mais on ne trouve pas de local. On n'a pas de local. On va nous prêter un local, mais il faut le vider le soir même, parce qu'il y aura autre chose. La mairie paye l'électricité. Le chauffage et tout, absolument. Mais c'est énorme. On n'a aucune charge. On n'a aucune charge. Une grande chance. Et il n'y a pas de financement autour de Alors, on a un financement quand même, c'est la Maïf qui est notre assurance. D'accord. Qui, au départ, là aussi, on est fiers aussi parce que on a été les premiers Ripper Café, donc affiliés à la Maïf, et qui nous a offert un lieu sur Périgueux pour pouvoir faire des ateliers. C'est-à-dire qu'ils nous financent, donc ils nous donnent une certaine somme par an, soit du matériel, soit de l'argent. Et il nous offre une salle tous les 2 mois pour aller faire un atelier sur Périgueux. Est-ce que vous proposez des ateliers spécifiques dans l'année? Alors, on l'a fait et on va peut-être arrêter. On a fait quelques ateliers couture qui sont payants. On a fait à la médiathèque de Périgueux.
On a fait 4 samedis. On avait 8 personnes. Et ça a très bien marché. Très très bien marché, mais là on était payés. C'est la ville de Périgueux qui l'avait mis en place. Donc c'est la ville de Périgueux qui nous a payés. D'accord. Nous on ne demandait pas grand-chose, mais on ne savait même pas qu'on allait être payés au départ. Et puis après, on nous a demandé dans plusieurs médiathèques, on se fait payer. On se fait payer maintenant ces interventions-là, pas très cher, mais au moins que ça nous rembourse l'essence. Ouais. Et le fait qu'on aille manger sur place, puisqu'on le fait toute la journée. Eric en a fait des interventions aussi sur les machines à coudre, qui étaient payées aussi. Voilà. Ça a été payé par le Tricycle Enchanté, par exemple, qui font appel à nous pour faire des interventions. La médiathèque de Champagnac, mais là, ça a été gratuit, ça a été vraiment fait... ils n'ont pas beaucoup de fonds, ils sont aussi sur l'Europe. Et d'ailleurs, ça s'est arrêté avec l'Europe. Maintenant, je crois que c'est la communauté de communes. Et donc, ils n'ont pas de fonds. Donc là, on ne fait pas payer. Avec Arnaud. La décentralisation a frappé. Le Diapason, ils ont fait appel à nous. Le Diapason, c'est la médiathèque de Marsac. Et qui font appel à nous pour des ateliers aussi. Voilà. Mais là aussi, c'est pas payant. D'accord. Vous êtes sous un modèle associatif, c'est associatif, ça, loi 1901. D'accord. Oui. Et comment vous prenez les décisions entre vous? Alors, il y a un bureau. Il y a un bureau de 3 personnes. Comme ça, mais c'est collégial. Je veux dire que quand quelque chose se passe, on en fait part. On est 12, donc pas très nombreux. Donc on en fait part à tout le monde. On prend dans les le bureau ensemble. ou dans les... On est 3 au bureau. Et dans les permanents qui gravitent, vous êtes 12. Voilà, on est 12. D'accord. Voilà. Et on prend, c'est collégial, on prend les décisions ensemble. Eh bien, dis donc. C'est sympa. Quelquefois, il faut se battre. Il faut argumenter le bout de gras. Voilà. Ok, on arrive vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des lectures ou des sites internet ou des lieux ressources que vous pouvez conseiller aux auditeurs et aux auditrices? Déjà, allez peut-être sur notre site, on apprend beaucoup. Qui s'appelle? C'est ripercafé.gimdo, qu'on va retrouver plein de renseignements et puis comment les Ripercafés se sont créés. D'accord. Allez sur ripercafé.org si des gens veulent en créer. Donc, on serait vraiment très, très fiers de les accompagner. Après, des lectures, pas forcément, non. Non? Eric, tu n'as pas des lectures pour bidouiller? Je dirais oui, sur Internet. Bien sûr, on trouve plein de tutos. Alors, le Repère Café, .org offre des tutos. Ah ouais? Oui. Mais ensuite, je dirais, vous trouvez, si vous frappez, si vous tapez donc pour réparer tel truc, mais alors après il faut trier. Je préviens aux gens, il y a des gens qui font des tutos, mais attention. Ouais. C'est pour ça que je vous demande ça. Il y a des fois des bêtises. Parce que vous avez déjà trié vos recherches. Et là, il y a aussi, excuse-moi. Oui. Il y a aussi, il faut savoir que le Ripercafé Fondation passe beaucoup de conventions avec plein de gens. Par exemple, on a une usine qui fait des pièces d'origine pour nous, pour les Ripercafés. Et il y a iFixit, qui est vraiment un très bon site pour les tutos. D'accord. Très, très bon site. Et on peut trouver les pièces en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez commander vos pièces et suivre les tutos. Et vous aide beaucoup pour la réparation. D'accord. Voilà. Pour clore cette émission, vous allez me dire si je me trompe, est-ce que je peux synthétiser un peu que c'est des lieux de vie sociale, d'apprentissage et de transmission, et ça permet de maintenir l'estime de soi? Exactement. Oui. Est-ce que ça vous va comme oui, synthèse? moi je suis d'accord. Oui, ça relate bien, oui. En tout cas, je vous remercie d'être venu à l'Alternative et jusqu'à nous, jusqu'à RLP. Merci à vous, c'était un moment très agréable. Merci à toi. J'espère vous aussi. revoir bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir aux auditeurs et aux auditrices sur cette parole. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.